Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur développement. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Carole Brosina, Advisory Board Certified Chair et directrice du développement durable chez Bridgepoint. Elle vient nous parler des comités stratégiques destinés à accompagner les PDG dans la transition de leur entreprise. Dans notre débat, on va découvrir le service civique écologique lancé en avril dernier avec un objectif d'ici 2027, permettre à 50 000 jeunes de s'engager pour le climat et la biodiversité. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Circular Place, plateforme de réemploi qui permet aux entreprises de partager, revendre ou donner leurs biens usagés à des associations. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Carole Brosina. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes Advisory Board Certified Chair et directrice du développement durable chez Bridgepoint. On va parler de ces Advisory Board, comités consultatifs. De quoi il s'agit ? C'est vrai que c'est un vocable très peu connu encore en France. Oui. Très connu dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on a à peu près tous ces advisory boards qui existent aux États-Unis. La plupart, 880 000, sont aux États-Unis, enfin dans le monde, pardon, et la moitié aux États-Unis. D'accord. En France, c'est vrai que ce vocabulaire est peu utilisé. On parle plutôt de comité consultatif, comité stratégique, comité partie prenante, comité thématique. Et on se rend compte, en tout cas à mon sens, maintenant que je suis un peu le témoin des stratégies de développement durable depuis quelques années, que c'est sous-utilisé, méconnu et sous-exploité par les entreprises. Et comment ça marche, un advisory board? Comment ça marche? En fait, c'est vraiment un organe, et pour ça que moi je trouve ça passionnant, qui est au service du dirigeant et de ses problématiques et de ses enjeux du moment. C'est très agile et c'est très structuré à la fois. C'est-à-dire que c'est un collectif indépendant de professionnels expérimentés qui va accompagner sur un temps donné un dirigeant ou ses équipes fonctionnelles, notamment développement durable, sur les enjeux effectivement du moment. Évolutif dans le sens où ça n'a pas vocation à durer ad vitam aeternam. C'est vraiment là pour identifier les enjeux matériels du moment, aider à prioriser, et ça peut se dissoudre au bout de 6-9 mois et se renouveler avec d'autres personnes, d'autres experts qui seront plus pertinents sur ce moment et cet instant T. Avec ce chiffre, 72% des chefs d'entreprise estiment qu'ils sont responsables de la performance de leur organisation en matière environnementale ou sociale. Donc il y a ce sentiment de responsabilité et parfois d'isolement aussi, de se dire je ne sais pas par où commencer d'une certaine façon dans cette stratégie. Absolument, parce que le 72 ou 70%, c'est le même chiffre quand on interroge les dirigeants sur leur sentiment de solitude. Bon, ça se rejoint. Et absolument. Donc ils sont face à des enjeux majeurs, à des transformations qu'ils doivent opérer, et en même temps sans savoir par où commencer. Et ils sont souvent pris entre plusieurs instances et organes existants. Pour certains, ils vont avoir un comité d'administration, un conseil d'administration, un conseil d'administration ou effectivement un conseil de surveillance, pardon. Certains, bien sûr, ont tous des CODIR, des COMEX, donc avec leurs dirigeants, parfois quelques comités volontaires de collaborateurs, mais ils n'ont pas une oreille, entre guillemets, indépendante, bienveillante, de professionnels expérimentés avec lesquels ils peuvent partager, tester des solutions, des idées stratégiques. Le comité consultatif stratégique, ce fameux advisory board, il est en fait puissant dans le sens où il n'est pas là pour prendre de la décision, mais il est là pour conforter le dirigeant ou ses équipes dans leur prise de décision. Les challenger avec bienveillance, leur faire partager l'expérience et le vécu que eux-mêmes ont pu emmagasiner au service du dirigeant et de ses enjeux. Mais quelle différence... Qu'est-ce que ça apporte de plus, par exemple, d'un cabinet de conseil ou effectivement d'un COMEX qui existe déjà? C'est quoi? Il n'y a pas de lien hiérarchique, il n'y a pas de lien commercial. C'est quoi la différence en fait? C'est la neutralité et l'indépendance. C'est-à-dire que des consultants, il y a une relation contractuelle. Mais là aussi, l'advisory board, il est quand même rémunéré. Oui, mais il doit être vraiment au service du dirigeant, de son efficacité. Il y a une vraie mesure d'impact. D'accord. Je fais une petite aparté. Vous l'avez tous lu, en tout cas dans la presse. CSRD, c'est le sujet du moment. Et on voit bien qu'il y a des cabinets, par exemple, de conseils, de consultants qui se sont un peu engouffrés dans la brèche. Et des entreprises qui se retrouvent à avoir dépensé beaucoup d'argent pour finalement pas forcément la qualité des livrables attendus. Donc il y a un vrai besoin pour le dirigeant aussi de distinguer ce qui va ressortir de ses équipes opérationnelles, son COMEX, ce qu'il peut déléguer à des consultants, ce qui va faire l'objet de décisions stratégiques ou un petit peu de stratégie de vision et d'ambition vis-à-vis du comité d'administration, du conseil d'administration.
et les sujets qu'il va pouvoir un petit peu challenger, tester avec effectivement un advisory board, encore une fois, qui va être neutre, indépendant. Et on va avoir ce fameux chair dont on parlait tout à l'heure, qui va être un peu le président de cet advisory board et qui va justement garantir l'alignement des parties, l'indépendance des parties, l'efficacité, la mesure et l'engagement. Parce que l'objectif, c'est que ça serve. Et on se rend compte que tous les dirigeants... Que ça serve à la transformation dont on parle. Absolument, que tous les dirigeants qui ont fait appel à un advisory board se rendent compte qu'ils ont gagné en efficacité opérationnelle. Certains disaient que, 70% d'entre eux disaient que lorsque l'advisory board a pris en charge, en tout cas des sujets de développement durable, ils ont permis de mettre en place une gouvernance plus robuste, d'intégrer des indicateurs de performance extra-financiers dans le pilotage de l'entreprise et de gagner effectivement en efficacité opérationnelle au sein des équipes sur la transformation. Est-ce que c'est réservé aux grands groupes ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand on fait le constat, beaucoup de grands groupes, et depuis longtemps, ont notamment ce qu'on appelle des comités de parties prenantes. Moi-même, par exemple, par le passé, j'intervenais en tant qu'experte ou on va dire dirigeante expérimentée au sein du comité de parties prenantes développement durable de Publicis. Donc on a des grands groupes, Danone, Publicis, Google, qui ont ces comités de parties prenantes. En fait, ce sont plutôt les TPE, les PME et ETI qui n'ont pas en fait constitué ce collectif autour d'eux, cet écosystème pour leur permettre d'avancer. Et c'est là que je trouve que c'est clé. Ils se disent, c'est pas pour nous, on est trop petits. Eh ben, c'est ça. Ou encore une fois, ils ne savent pas comment faire. Parce que là où l'advisory board va aider le dirigeant, c'est qu'on va, dans l'identification des priorités avec lui ou avec elle, pouvoir après faire le bon casting du bon advisory board. Parce que si vous avez une transformation à opérer, je veux passer d'un modèle de produit à une économie de la fonctionnalité. C'est complètement différent que j'ai besoin de créer une culture de l'innovation, de l'engagement, une fierté d'appartenance de mes collaborateurs. Donc on va faire le casting idéal à l'instant T sur les besoins du dirigeant face aux enjeux de transformation. Je pense que vous ne pouvez pas répondre à la question, parce que ça doit dépendre de la taille de l'entreprise, de la durée de la mission, mais ça coûte combien et quel retour sur investissement ? Parce qu'on doit vous la poser, la question, quand on arrive. Aujourd'hui, c'est vrai que là, j'interviens aussi quelque part un peu avec ma casquette. Récemment, je me suis associée à ce que pas mal de dirigeants connaissent, qu'on appelle le collège du dirigeant. Et donc, j'anime le comité, le collectif développement durable au sein de ce collège des dirigeants. Typiquement, au sein du collège du dirigeant, on a plusieurs formules, je dirais. La première qu'on appelle le board starter, donc c'est identifier les enjeux. Parce que l'objectif, c'est pas de partir dans tous les sens. On est là pour aider l'entreprise, gagner en efficacité et en priorisation. Et donc, généralement, cette première enveloppe, elle est autour de 9 000 €. Où on va, sur plusieurs demi-journées, identifier les enjeux majeurs, prioriser les enjeux et faire le casting du board. Et après, effectivement, vous avez une enveloppe qui est dédiée à la vie du board. Et donc, on est généralement, selon la fréquence et les besoins, sur une 3 ou 6 boards par an. Donc ça, c'est vraiment à déterminer avec le dirigeant. Et donc, ça va être à moduler selon le nombre d'advisory boards qui vont être autour de la table et selon la fréquence des réunions. Est-ce que, je pense aux entreprises à mission qui ont souvent des comités de pilotage, etc. Ça vient en concurrence, ça vient en complémentarité C'est complémentaire. C'est complémentaire et c'est là où des fois, effectivement, certaines entreprises peuvent un petit peu se perdre entre le comité. Ça fait beaucoup de comités. Ça fait beaucoup de comités. Et encore une fois, des fois, l'advisory board sert aussi à ça, à challenger et à potentiellement rendre la gouvernance, en tout cas autour du dirigeant, la plus efficace possible. La plupart du temps, c'est complémentaire. Mais quand vous avez le conseil d'administration, le comité à mission, potentiellement un comité peut-être développement durable opérationnel, des collaborateurs qui se regroupent en termes de comité, le COMEX, tout ça peut coexister. Encore faut-il que les rôles et responsabilités de chacun soient clairs et que le périmètre d'intervention, de décision ou de challenge soit clair pour les uns et les autres. Les thématiques, c'est-à-dire, est-ce que, vous l'avez un peu expliqué, mais je voudrais qu'on entre dans le détail, un advisory board, vous allez définir un thème d'intervention ou alors ça peut être aussi la stratégie générale de l'entreprise quand même ? Les deux sont possibles. C'est vraiment du sur-mesure et c'est selon les besoins du dirigeant. Ça peut être de façon très pragmatique. Je démarre, je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas de stratégie de développement durable. Aidez-moi. Est-ce que je pars dans la bonne direction ? Je peux avoir travaillé avec des consultants, mais en fait, quand on part de zéro, la feuille de route est tellement large qu'on peut avoir besoin d'un advisory board expérimenté qui va dire mettez vos ressources, votre énergie sur ces enjeux qui sont les plus matériels pour vous. Donc ça peut être
définition d'une stratégie de développement durable ou révision d'une stratégie de développement durable. Et souvent, justement, les comités de parties prenantes servent à ça. Quand on est en recherche de la nouvelle étape de la stratégie, les experts autour de la table, ça peut être des clients, des fournisseurs dans les comités parties prenantes notamment, vont challenger et aider à co-construire la future feuille de route. Ça peut être la stratégie de communication, par exemple, parce que souvent, moi j'ai reçu plusieurs entreprises qui disent « Ah, mais on fait des choses bien, mais on n'ose pas vraiment en parler ». On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire parce qu'on ne fait pas tout bien, par exemple. Voilà, on a peur de tomber dans le greenwashing, on pense qu'il faut être parfait avant de communiquer, on n'a pas forcément acquis les principes de la communication responsable, c'est-à-dire que dès que je vais dire quelque chose, il va falloir que je le prouve, que je l'étaye. C'est très bien, d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais on se sent un peu isolé et on ne sait pas comment faire. Donc en effet, ça peut être la communication responsable. Tout à l'heure, je donnais l'exemple d'un modèle, la transformation de modèle d'affaires qui va passer d'un produit à l'économie de la fonctionnalité. Ça peut être effectivement la culture de l'innovation. Ça peut être, on a parlé de la revue de la gouvernance. Donc ça part vraiment, encore une fois, des besoins du dirigeant. Et moi, c'est ça que je trouve puissant. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil, un organe qui est au bénéfice du dirigeant et de son entreprise ou de la fonction développement durable quand effectivement on focalise sur le sujet développement durable en particulier. Et comme on le disait en introduction, qui va faire en sorte que ça fonctionne et que ça avance. On sait combien c'est complexe d'accompagner une transformation. On sait combien les dirigeants et les fonctions de développement durable sont seuls. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la solitude du dirigeant, mais de plus en plus, on parle de la solitude des équipes développement durable quand elles existent. Par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Et le fait d'avoir un collectif autour de vous qui a vécu, qui a fait, qui a échoué, qui a eu des succès, va vous aider en fait à pas tomber dans les mêmes écueils, à gagner du temps, à gagner de l'argent indirectement et donc à être efficace et encore plus, je dirais, pertinent dans la pérennité de votre entreprise à l'avenir. Merci beaucoup Carole Brosina et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le service civique écologique. Le débat de ce Smart Impact, on parle du service civique écologique avec Nadia Bellaoui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la présidente du service civique. Et Thibaut Renaudin, bonjour. Bonjour. Président d'Insight, service civique écologique qui a été créé en avril dernier. On va évidemment y consacrer l'essentiel de ce débat. Mais alors, le service civique, vous nous rappelez, je sais pas, ses missions, le nombre de jeunes qui sont par-ci par-là ? Le service civique, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le souhaitent, entre 16 et 25 ans, 30 ans quand ils sont en situation de handicap, de réaliser une mission d'intérêt général dans une association ou un service public longue, 6 à 12 mois, intensive, 24 heures par semaine au moins, indemnisée, 620 € par mois. Ça fait 15 ans que cette possibilité... 15 ans, oui, j'aurais dit moins que ça, donc ça fait déjà 15 ans. Et alors combien de jeunes y ont participé ? 850 000 jeunes ont fait ce choix, ce qui représente aujourd'hui plus d'un jeune sur 10 en France qui choisit de s'engager pour la collectivité autour de 21 ans. Insight, c'est une association, c'est ça ? Insight, c'est une association... Vous dites Insight, Insight, on dit comme on aime. Soit en français, oui. C'est une association qu'on a créée il y a 6 ans et demi maintenant, qui s'est spécialisée à la fois dans les territoires ultra-ruraux, c'est-à-dire les villages de moins de 1500 habitants, pour accompagner les élus locaux, les responsables associatifs à développer leurs projets, parce que dans ces territoires, à l'inverse de tout ce qu'on peut entendre, il y a du dynamisme, de l'innovation, de la joie de vivre, de la solidarité, du lien social très fort. Et pour aider, accompagner ces acteurs de l'ultra-ruralité, eh bien, on mobilise entre autres des jeunes en service civique, par équipe de 2, à hauteur de 24 heures par semaine chacun, pendant 6 mois, pour mener des missions à la fois autour de la question du patrimoine, du tourisme, à la fois autour de la question du lien social, et beaucoup, et en grande majorité, autour des questions environnementales. Eh ben justement, on a compris que le lien a été fait. Ce service civique écologique, il a donc été créé, lancé au mois d'avril dernier. Pourquoi ? C'était une demande des jeunes? Vous ressentiez qu'il y avait besoin de focusser comme ça sur ces questions d'environnement? C'était à la fois une demande des jeunes, qui sont plus anxieux que les autres générations face à la crise climatique. Et c'est heureux, d'une certaine manière, qu'ils soient bien conscients. Mais c'est aussi une volonté du gouvernement d'associer les jeunes et la société à la réponse aux enjeux. Donc, le service civique écologique, c'est l'approfondissement du service civique pour qu'il ait encore plus d'impact dans la transition écologique. Avec le même modèle que celui que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est les mêmes durées de mission, même on ne change pas un modèle qui marche. Donc ça, on n'y touche pas. Bon, avril dernier, on va bientôt célébrer la première année, un premier bilan. Ça attire du monde ?
Alors, absolument. On a franchi la première marche quantitative du service civique écologique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est l'engouement qu'il trouve auprès d'une palette d'acteurs qu'on n'arrivait pas forcément à toucher jusqu'ici, des grandes entreprises et les collectivités territoriales tout particulièrement, parce que c'est finalement notre meilleure manière de gagner en impact que d'inscrire vraiment dans les territoires ce service civique écologique, parce qu'évidemment, la transition écologique ne se vit pas de la même façon selon les territoires. On va parler d'ultra-ruralité. C'est vraiment une plus-value importante du service civique écologique. Comment vous y participez avec INSIT? Dans les dispositifs d'accompagnement qui existent, il y a notamment le volontariat rural, donc ça se rejoint avec ce service civique écologique, c'est ça? Oui, comme disait Nadia, c'est une vraie attente des jeunes. On a été INSIT une des premières structures à répondre à l'appel de l'Agence du service civique pour participer de cette démarche. Mais nous, 85% de nos missions aujourd'hui concernent les questions environnementales. Donc c'était à la fois un engouement très important de la part des jeunes, parce que c'est une problématique qu'ils vivent au quotidien, avec ce que disait Nadia en termes d'angoisse et de préoccupation, mais c'est aussi une préoccupation très forte des territoires ultra-ruraux. On a souvent une mauvaise image des territoires ruraux, une image un peu faussée, c'est-à-dire des territoires qui sont simplement engoncés dans des problématiques, c'est vrai, il y en a beaucoup, mais ce sont des territoires, comme je disais, qui sont très innovants. Et cette question de l'environnement est une question aussi très importante. Elle n'est pas juste de la responsabilité de ceux qui habitent en ville, qu'on pourrait qualifier des fois de bobos. C'est pas du tout ça. Au contraire, on n'a souvent pas ce sentiment quand on habite dans ces régions rurales qu'il y a des décisions qui sont justement prises à Paris ou dans les grandes villes et un peu hors sol, quoi. Oui, alors ça peut être un peu contre-intuitif de dire l'ultra-ruralité et la jeunesse, l'ultra-ruralité et les questions environnementales, ça va pas forcément ensemble. Au contraire, les élus locaux, moi je suis maire d'un tout petit village de 200 habitants dans le Gers, c'est notre préoccupation de tous les jours. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de faire avec peu de moyens humains et peu de moyens financiers, mais on est confronté à des problématiques directement. Donc, il faut les traiter. Mais là, on est en plein salon de l'agriculture. Quand on parle de défense de l'environnement avec, pas tous, mais avec pas mal d'agriculteurs. Il n'y a pas que les agriculteurs dans le monde rural, hein, ça, on est bien d'accord. Mais voilà, on entend beaucoup les tracasseries, transposition des normes, ras-le-bol de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Effectivement, on se dit c'est un peu contradictoire avec des territoires qui veulent accélérer sur les questions environnementales. C'est souvent contre-intuitif, mais c'est pas que ça, la ruralité. Bien sûr, ces territoires sont confrontés à 1000 problèmes et on est souvent en première ligne sans avoir les accompagnements nécessaires. Sur les questions les problématiques environnementales, c'est la même question qui se pose. Souvent, on a des choses qui nous arrivent un peu d'en haut, dirons-nous, et puis on est confronté à des difficultés sans avoir les accompagnements. Mais pour autant, la question environnementale, la question du lien social, la question de la solidarité, on les vit au quotidien. Et donc, il faut faire avec, parce que nos territoires, ils se réchauffent aussi. Nos territoires, ils ont des problématiques autour de l'eau, autour de la question des déchets. Et donc, il faut les traiter. Et donc, c'est de la politique du bon sens, souvent, dans nos territoires ruraux, où on ne fait pas en fonction ni des idées des uns et des autres, on fait tous ensemble. Et la question environnementale est une vraie préoccupation. Alors, si on rentre un peu dans le concret, Nadia Bellaoui, quel type de mission ces jeunes vont pouvoir embrasser là, en faisant le service civique écologique? Alors, c'est une large palette de missions qui couvrent d'ailleurs tous les leviers de la transition écologique. Ça va de l'implication dans une ressourcerie à la découverte du maraîchage dans des jardins partagés, en passant par l'animation d'une vélo-école dans un atelier de réparation de cycles. Et le plus souvent, on mêle à la fois une action directe pour vraiment mettre les mains dans l'action écologique et une part de sensibilisation des publics. Les jeunes sont très attachés à aller voir d'autres jeunes ou des personnes plus âgées aussi. Les deux fonctionnent bien pour s'exprimer sur ce qu'ils vivent et faire connaître les enjeux. Vous avez des exemples de missions qui sont en cours là On en a plein. Je pourrais vous citer une mission à Esteren-Subi. Esteren-Subi, c'est un petit village au Pays Basque, au fin fond des sources de la Nive, où là on travaille sur la question du déchet, sur la question de l'eau. On travaille avec des scolaires. On a fait des ramassages de déchets dans la Nive, ce qui n'avait jamais été fait. Mais je peux vous citer Barenton en Normandie, un petit village dans la Manche, où là aussi on travaille sur les zones humides, le lien à la population, à l'information. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces jeunes en service civique, qui viennent souvent pas du territoire. Ah oui, ils peuvent venir ils viennent très plus loin. Absolument, ils viennent souvent d'ailleurs. Et ils apportent... Et ils ne sont pas forcément ruraux.
50% globalement de ruraux, D'accord. 50% d'urbains pour ce qui nous concerne. Et à peu près 50% de filles et de garçons de la même façon, avec une moyenne d'âge qui est autour de 21 ans. Ce sont des regards, des expériences différents. Et non seulement le contact à la population, il est neuf, parce que ce n'est pas le fils ou la fille de un tel, ça change pas mal de choses. C'est un air frais un peu qui arrive dans le village, et ça permet de mettre en synergie, de travailler en collaboration plus forte avec les habitants. Et ça a une incidence très forte, c'est que les jeunes, on le voit, nous, au bout de 6 mois, 20% des jeunes restent dans le territoire après. Au bout de 6 ans d'action directement d'Insite, c'est 30 emplois qui ont été créés directement dans des villages dont la taille moyenne est de 400 habitants. Ce qui est énorme. Bien et donc, sûr. Ça a une incidence qui est très très forte. Et y compris sur ces questions environnementales. Le village de Barenton, par exemple, ça a une incidence chez un jeune qui a été recruté après, qui venait de Guyane, et hop, qui a été embauché à Barenton. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Elle vaut pour le service civique écologique, mais pour le service civique en général, c'est quoi ? C'est un peu une première expérience dans le monde... Enfin, ça peut être assimilé à une première expérience dans le monde du travail ? C'est clairement une première expérience du monde du travail et du monde adulte, en réalité, au-delà. Oui. Et ce qui est vraiment magique, effectivement, dans le service civique, c'est que c'est à la fois très concret et très politique. C'est-à-dire que quand on est effectivement, par exemple, dans le bassin de Thau et qui produit 10% des huîtres en France, et qu'on comprend que le réchauffement climatique a comme impact de passer de 850 conchyliculteurs à 400, on a effectivement on est beaucoup plus convaincant quand on sensibilise la population du coin à l'impact du réchauffement climatique que quand c'est théorique. Donc c'est à la fois une expérience très formatrice du point de vue des enjeux, et puis clairement c'est apprendre à respecter les règles du travail. C'est le premier contact avec le monde du travail. Et est-ce que ça débouche... les recruteurs le savent. Alors justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que ça débouche souvent sur un premier emploi ? Alors, quand vous avez 21 ans de moyenne d'âge, vous êtes forcément en recherche d'un emploi. Mais vous y œuvrez ? Absolument. Je ne sais pas, des partenariats avec des entreprises, Quand on sort du service civique, on sort avec un CV de compétences qui a été élaboré avec son tuteur et à travers une plateforme, une start-up d'État, qui s'appelle Diagoriante, et qui vous permet de faire le diagnostic des compétences que vous avez acquis pendant votre expérience et de vous orienter vers des métiers qui peuvent vous convenir. Il y a beaucoup d'exemples comme ça de bascule vers le monde du travail. Énormément. D'abord, des modifications de parcours. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça entre 2 périodes d'études. Certains après leur période d'études, d'autres qui ont fait une première expérience professionnelle et qui se disent bon, finalement c'est pas trop mon truc et je vais tester. Et l'avantage que l'on a dans les territoires ruraux, c'est que on a un déficit d'embauche. Les gens, d'abord, on a un déficit de recrutement de jeunes en service civique parce que localement, il y a peu de monde. Donc le fait de faire venir des jeunes de l'extérieur, c'est un atout. Et dans les embauches, c'est la même chose. Donc, le fait que des élus et des entreprises, nous on travaille beaucoup avec des réseaux d'entreprises locales, des PME, des artisans, etc., connaissent les jeunes, parce que tout le monde se connaît dans les territoires ruraux. Eh bien, quand on voit 2 jeunes qui passent 6 mois, qui sont souvent extraordinaires, qui sont pleines d'envie et d'énergie, on a envie de les garder, on a envie de leur proposer des trucs. Et donc ça a forcément une incidence très forte sur l'emploi. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Vincent Rigal, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Circular Place, créé en 2021 avec Julia Zino et Maxime Scholz. Et avec quelle idée ? Avec l'idée de faire évoluer les mentalités autour de l'économie circulaire et de démocratiser les pratiques de réemploi au sein des entreprises. Alors ça marche comment ? C'est une plateforme, c'est ça ? Alors il y a 2 aspects. Il y a un premier aspect, effectivement, plateforme sous un format marque blanche qui va permettre d'adresser la problématique interne des entreprises. Donc on va pouvoir s'adresser aux différents sites, on va pouvoir s'adresser aux collaborateurs aussi. Et puis ensuite, on a une marketplace externe qui va permettre de gérer la redistribution des assets, soit sur un format de vente, soit sur un format de don. On travaille aujourd'hui avec tout un écosystème d'associations à qui il est possible de donner des équipements en l'échange d'un reçu fiscal. Et donc ça permet de démocratiser aussi le réemploi plutôt que le recyclage. Et alors, on y trouve quoi ? C'est le réemploi de tout ce qui est non alimentaire, tous les produits des entreprises. Qu'est-ce qu'on trouve sur la marketplace, en quelque sorte, quoi ? Alors, c'est effectivement non alimentaire. Aujourd'hui, on a
beaucoup de clients qui nous sollicitent sur des problématiques de mobilier. On a énormément d'équipements. On a accompagné pas mal de déménagements d'entreprises qui se posaient la question de que faire de tous les équipements pour lesquels je n'avais plus de solution. Pas mal de grands groupes dans ce cadre-là qui ont souvent des gros gisements et qui s'interrogent sur je ne vais pas les recycler. Aujourd'hui, comment je peux trouver de la valeur et comment je peux avoir un outil qui va me permettre, d'offrir à l'ensemble de mon groupe de la visibilité sur les produits dont je dispose et pour lesquels je pourrais être amené à me séparer. Et donc ça permet de redispatcher les équipements en interne. Et ensuite, on va avoir les collaborateurs qui vont aussi pouvoir tirer parti de ces produits. Sur le mobilier, les équipements de bureau, on peut imaginer qu'un collaborateur en télétravail a des conditions qui sont souvent moins bonnes que celles qu'il peut avoir sur son lieu de travail. Et donc pour aligner tout ça, l'entreprise est tout à fait partante pour offrir à son collaborateur de bénéficier de tout ça. Et puis en externe, on a des acteurs sur la seconde main du mobilier de bureau qui sont aujourd'hui de plus en plus actifs et qui rachètent ces équipements pour pouvoir les revendre en seconde main après les avoir reconditionnés, ou des associations qui sont intéressées pour s'équiper et pour offrir à leurs bénéficiaires des conditions de travail meilleures. Alors justement, il y a de la vente et du don aussi, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle peut décider de choisir une association et lui donner ce mobilier à reconditionner. Tout à fait. Sur notre plateforme, les associations peuvent candidater pour venir récupérer le mobilier. Donc nous, c'est une approche séquencée. On va avoir l'approche interne et puis ensuite l'entreprise va pouvoir décider de le pousser à la vente ou de le pousser au don. On a des entreprises qui vont directement vers du don et il y a cette volonté d'avoir une forme de réciprocité avec le territoire, puisque nous on travaille beaucoup l'impact et donc on œuvre d'un point de vue très local, et donc il y a une forme de réciprocité de l'entreprise de vouloir rendre quelque chose auprès de son écosystème, et souvent elle travaille avec les associations dans le cadre des programmes de mécénat, mais il existe aussi en France le don en nature et celui-ci permet d'avoir des bénéfices fiscaux qui sont aussi très attractifs, puisqu'en France, on peut arriver à défiscaliser jusqu'à 60% de la valeur des produits qu'on est amené à donner à une association, ce qui peut représenter une enveloppe importante. Ouais. Alors, et on voit bien le double effet. Il y a un effet sur le bilan extra-financier, sur l'impact carbone d'une entreprise. Et puis, il y a aussi un effet financier. Vous rapportez de l'argent à vos clients ? Ah bah oui, effectivement. Aujourd'hui, on a fait que des opérations bénéficiaires pour nos clients. On va effectivement avoir un double apport. On va avoir un apport en termes de kilos CO2 évités. Donc, on va leur fournir des données qui vont leur permettre de remplir leur bilan CSRD sur la partie Scope 3 réemploi. Et de l'autre côté, bah oui, effectivement, on leur fait un chèque à la fin de l'opération en disant bah voilà tout ce qu'on a réussi à générer pour vous. Et ils sont souvent très contents. Ça veut dire, tiens, on va terminer avec une question un peu plus politique d'une certaine façon. Juste avant que l'interview démarre, je disais, on est quand même dans un temps de vent contraire au niveau géopolitique sur les enjeux environnementaux. Vous dites, moi, je ne le ressens pas. Pourquoi ? Alors on ne le ressent pas parce qu'aujourd'hui, je pense que les entreprises ont pris conscience qu'il y avait la nécessité de changer de comportement et qu'aujourd'hui, jeter n'est plus acceptable. On a pendant 30 ans fait du recyclage, le tout recyclage. C'était très bien parce qu'il n'y avait pas de solution qui permettait de faire différemment. Maintenant, il existe des solutions, donc il n'y a plus d'excuses. Et donc les grands groupes s'en saisissent en se disant comment je peux œuvrer d'une façon meilleure, comment je peux avoir une action auprès de mon tissu local et comment je peux arriver à tirer un bénéfice de tout ça. Il faut bien avoir en tête que l'économie circulaire, c'est avant tout une économie. Et donc, nous, on vient générer de la valeur sur des choses pour lesquelles, jusque-là, les entreprises pensaient qu'il n'y en avait pas. Merci beaucoup, Vincent Rial, et bon vent à Circular Place. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous d'être fidèles à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Salut.